Bonjour et bienvenue sur Tuto Joomla. Cette vidéo va vous expliquer comment rédiger de manière simple un article en utilisant l'éditeur avancé JCE. Alors quand je parle d'un article simple, il s'agit de ce qui compose 80% des articles sur Internet, à savoir mélanger du texte, des images et des liens. Donc la méthode fonctionnera à la fois pour la partie administrative de votre site Joomla, mais également depuis la partie frontale, à supposer que vous ayez un lien qui vous permet de passer en mode édition. Ce lien-là, normalement, est à destination de personnes comme les administrateurs eux-mêmes, voire de collaborateurs comme des auteurs, des rédacteurs ou différents types de gestionnaires éditoriaux. Donc comme à chaque fois, il va falloir vous connecter, alors soit dans la partie administrative de votre site, donc vous accédez à votre site / normalement administrator, à moins que cela ait été changé, mais en règle générale c'est quand même l'adresse de base. Puis vous cliquez, donc vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe, vous cliquez sur le bouton connexion et là vous accédez à votre partie administrative. Donc dans l'espace administratif, pour rédiger un article, vous allez passer par le menu contenu, puis article, et enfin ajouter un article. Si vous voulez modifier un article existant, vous allez simplement dans contenu article, vous affichez alors la liste des articles présents, vous cliquez ensuite sur le titre de l'article que vous voulez modifier et vous vous retrouvez en mode édition. Pour la partie frontale du site, c'est comme je l'ai dit légèrement différent pour accéder à l'édition, dans la mesure où vous devez passer par un menu spécialement conçu à cet effet. Alors normalement votre webmaster a dû prévoir le coup, si c'est vous, vous savez par où passer, sinon il a dû vous expliquer quel cheminement suivre pour accéder à cette fonction d'édition. Donc là, il faut d'abord préalablement, évidemment comme à chaque fois, se connecter, sans quoi on ne peut pas savoir si vous disposez de droits suffisants. Une fois connecté sur la partie frontale, théoriquement, vous devriez voir à un moment ou à un autre soit un menu supplémentaire, soit un élément apparaître dans le menu qui vous permettrait de basculer en mode édition. Voilà, là je viens de cliquer sur un bouton qui me permet de créer un article et je me retrouve donc dans une page qui reprend l'éditeur JCE. Alors, la rédaction d'un article commence avant tout par l'attribution d'un titre. On ne peut pas enregistrer d'article s'il n'a pas de titre. Donc c'est la toute première chose à faire. Alors essayez quand même de produire un titre qui soit en adéquation avec le contenu de votre article, sans quoi les gens ne comprendront pas à la lecture du titre ce qu'ils vont trouver derrière. Donc ici on va titrer l'article selon le thème de notre vidéo. Donc ce sera rédaction d'un article simple avec JCE, Editor, qui est l'éditeur installé sur ce site. L'alias sera automatiquement généré à partir du titre. Donc Joomla, comme à chaque fois, récupère le titre, fait tout passer en minuscules, supprime les espaces pour les remplacer par des tirets, en fait des traits d'union, enlève tout ce qu'on appelle des caractères étendus, c'est-à-dire les accents, les cédilles, etc., pour les remplacer par des caractères simples, et génère donc un alias qui en fait correspond à l'URL, donc l'adresse officielle, on va dire, de votre page sur Internet. Une fois qu'on a donné un titre à notre article, il suffit de passer en mode édition. Alors là, vous rentrez dans votre champ principal et vous commencez à saisir à la main donc votre texte. Alors le texte peut provenir éventuellement d'un copier-coller en provenance de Word ou d'un traitement de texte comme OpenOffice ou LibreOffice ou je ne sais quoi d'autre. Si vous faites un copier-coller, pensez quand même à passer plutôt par l'un des boutons qui permet de faire un copier-coller, parce que ces boutons-là permettent quand même de coller avec style ou en texte brut, et je vous conseille quand même de coller du texte brut.
Cela permettra d'évacuer des balises invisibles pour vous, mais bien présentes dans le code, qui proviendraient de logiciels tiers. Alors normalement, JCE est configuré par défaut pour faire un mini nettoyage, mais bon, on n'est jamais à l'abri que des choses, que des codes indésirables, résiduels, soient toujours présents. Dans la majorité des cas, quand même, rédigez votre article directement à la main en le saisissant au clavier. Alors moi, je vais simuler cette saisie grâce à un petit outil qui va me permettre d'insérer automatiquement un certain nombre de paragraphes. Voilà. On va dire que je viens de saisir tout ça. Une fois que j'ai saisi mon texte, alors je peux le garder en l'état et avoir un article donc qui comportera juste un titre et du texte. Maintenant, un article c'est toujours beaucoup plus digeste et agréable à parcourir s'il est agrémenté d'une illustration ou deux. Donc je vais intégrer ici des images. Alors pour placer une image, je me place au début du paragraphe où je veux mettre mon image. Alors là, je vais placer une image ici au début de ce paragraphe-là. Et je vais venir cliquer sur le picto qui me permet de faire une insertion d'image. Alors le picto, normalement, c'est celui-ci. C'est celui qui représente une sorte de petit tableau. Hein. Pour ceux qui ont une bonne vue, on pourrait imaginer voir un ciel bleu et un petit nuage, enfin voilà, un semblant de paysage. Quand on survole le pictogramme, donc on a une aide contextuelle, une petite bulle d'aide qui vient nous dire ce à quoi le bouton se destine, à savoir insérer et modifier une image. Pour ceux qui ont une version professionnelle de JCE, il dispose donc de fonctions un peu plus élaborées, notamment la possibilité de redimensionner des images ou de faire des retouches sur les images. Et le pictogramme à ce moment-là correspondra plutôt à celui-ci, qui est le même que l'autre, avec en plus une petite étoile en bas à droite du pictogramme. Alors bon, là moi je vais faire comme si vous étiez en mode normal. Je vais cliquer sur le pictogramme image, donc j'ai cliqué au début de mon paragraphe. Je clique ensuite sur le pictogramme insérer une image. Et là, je me retrouve avec cette fenêtre qui est la fenêtre de gestion d'image. Alors cette fenêtre se divise en deux parties verticalement, à savoir une zone d'information de l'image que je vais placer et une zone inférieure divisée en trois colonnes avec à gauche la racine des dossiers au sein desquels je vais pouvoir me déplacer pour aller chercher mon image. Et quand je clique sur l'un de ces dossiers, je vois apparaître dans la partie centrale le contenu de ces dossiers. Alors s'il n'y a que des images, je vois donc les images apparaître et en cliquant sur le contenu de la zone centrale, je vois le détail apparaître à droite. Vous voyez ? Si mon dossier contient d'autres dossiers, à ce moment-là, il suffit simplement de cliquer dans le dossier, soit dans la zone centrale, soit dans la zone de gauche, au niveau hiérarchique, voilà, pour voir apparaître le contenu en zone centrale. Vous voyez, si par exemple ici, je reviens sur mon dossier racine, je vois deux sous-dossiers apparaître au centre. Si je clique sur l'un de ces sous-dossiers, je vais voir apparaître, je vais ouvrir en fait le sous-dossier et pouvoir me déplacer au sein de ces sous-répertoires. Ensuite, il me suffit de cliquer sur l'image pour voir le détail apparaître à droite. Quand je clique sur l'image, je vois également la partie supérieure se remplir automatiquement avec les informations relatives à l'image sélectionnée. Par exemple, si je clique sur Apple, je vois à ce moment-là le champ URL se remplir d'une information qui indique l'emplacement précis de l'image au sein de mon site. Alors là, il se trouve que l'image se trouve dans le dossier Images, puis Sample Data, ensuite le dossier FreeShop, et enfin l'image elle-même. Avec son extension, ici c'est une image JPEG. On a un champ de description qui reprend le nom de mon fichier, mais que je peux remplacer ou compléter par le contenu de mon choix. Alors, la description doit, un peu comme le titre pour votre article, refléter le contenu de votre image. Cette description doit toujours être présente. C'est pour ça qu'elle se remplit automatiquement
lorsqu'on sélectionne une image, elle doit toujours être présente parce qu'elle peut servir, elle participe d'une certaine manière à la qualité de votre référencement, mais elle est également utilisée sur des navigateurs particuliers, notamment ceux utilisés par des personnes malvoyantes, qui vont avoir pour effet de faire de la synthèse vocale, puisque ces personnes-là, en théorie, ne voient pas ou très mal les images, donc elles utilisent des navigateurs tiers qui vont faire la synthèse vocale et donc leur lire ce qui est à l'écran. Et si vous donnez des descriptions à vos images, ce synthétiseur vocal sera capable d'expliciter à la personne ce qu'elle est censée voir apparaître à cet endroit de la page. Donc voilà, c'est une façon d'aborder de manière intelligente et efficace l'accessibilité de votre contenu à destination de personnes déficientes visuellement parlant. On a ensuite une ligne dimension qui reprend les caractéristiques verticales et horizontales de votre image, donc les dimensions. Ici, l'image fait 375 pixels de large sur 281 de haut. Je peux modifier artificiellement, on va dire, les dimensions de cette image, par exemple pour les réduire, et si je me contente de saisir la largeur, comme la case proportionnelle ici à droite est sélectionnée, le système va automatiquement me recalculer la hauteur. Alors j'ai dit de manière artificielle parce qu'en réalité, l'image fera toujours 375 par 281. Et donc le poids qu'elle occupe dans votre site et donc sur la page restera le même. Vous avez simplement visuellement réduit votre image, mais elle occupera toujours le même poids. Donc si vous avez des images très grandes, c'est pas en faisant une simple réduction de la dimension que vous allez alléger le poids de votre page. Il vaut mieux réduire l'image avant de l'importer. Nous allons voir ça dans un instant. Sous le champ suivant, alors vous pouvez réduire une image, ne l'agrandissez pas par contre, parce que si vous l'agrandissez, vous allez simplement augmenter l'espace entre les pixels, et donc à l'arrivée, certes, vous n'augmenterez pas le poids de votre image paraîtra plus grande à l'écran, mais elle sera aussi altérée qualitativement parlant, puisque les points composant votre image seront agrandis, déformés. Alors cette déformation est moins sensible moins perceptive quand on réduit l'image. Par contre, elle est nettement perceptible quand on l'agrandit. La ligne suivante, c'est l'alignement. L'alignement va me permettre de positionner mon image par rapport à mon paragraphe. Vous vous souvenez qu'avant de placer mon image, j'ai cliqué à un endroit de mon contenu, au niveau de mon paragraphe, au début, et ce bouton alignement va me permettre de dire si je veux que l'image vienne à gauche du texte ou à droite du texte. Il peut également être centré et contraindre le texte à passer à la ligne suivante. Alors, pour mieux se rendre compte du rendu, si je sélectionne par exemple l'alignement à gauche, je vois ici, dans cette partie-là, une prévisualisation simulée de mon rendu. Donc je vois bien que mon image sera à gauche et mon texte à droite. Si je choisis droite, à ce moment-là, je vois que mon image bascule sur la droite, tandis que mon texte se réorganise sur la gauche. Alors le texte vient épouser à peu près les contours de l'image. Si je choisis centré, à ce moment-là, mon image occupe la ligne première et provoque le basculement du reste du texte à la ligne suivante. Nous avons également d'autres alignements, à savoir le haut, le milieu et le bas. Ils ne sont pas vraiment esthétiques dans la mesure où l'alignement haut signifie que le texte vient s'aligner pour sa première ligne et uniquement pour sa première ligne avec le haut de l'image. L'alignement du bas mènera la première ligne du texte alignée avec le bas de l'image, tandis que milieu conduira la première ligne de votre texte à s'aligner sur le centre vertical de votre image. Mais tout le reste du texte, lui, par contre, est basculé sur la ligne suivante, c'est-à-dire en fait derrière l'image. Donc c'est pas très très esthétique, il faut en convenir. En règle générale, on utilise gauche et droite. Accessoirement centré, si vous avez des images qui occupent toute la largeur et qui servent un peu d'introduction, une sorte de cartouche sur la présentation de votre article. Là, dans le cas présent, je vais venir placer mon texte à droite de mon image et mon image à gauche. Donc nous voyons ici sur la partie de droite
une prévisualisation du rendu. On voit également que le texte vient, si je puis dire, lécher les bords de l'image. Vous voyez, ils se confondent presque. Alors c'est pas très joli, pas très agréable non plus pour la lecture. En règle générale, ce que l'on fait là, on va créer une marge pour obliger le texte et l'image à se détacher l'un de l'autre. Donc la marge, c'est la ligne suivante. Alors je peux donner une marge qui sera la même tout autour de l'image. Par exemple, si j'applique une marge de 5 pixels, alors les marges sont toujours exprimées en pixels ici. Donc si j'applique une marge de 5 et que le bouton égal est coché, je la saisis uniquement dans le premier champ. De toute façon, les autres ne sont pas éditables. Et du coup, le système va appliquer la même marge tout autour de l'image. Et je vois donc que mon image se décale d'autant sur la gauche, sur le haut et sur le bas. En bas et à droite, le texte, lui, est poussé de la même dimension, de la même mesure que celle indiquée. Je peux aussi décider de n'appliquer une marge qu'à un seul endroit de mon image. Ce qui va être le cas dans l'exemple présent, puisque je vais simplement appliquer une marge sur la droite de mon image. C'est-à-dire que mon image restera bien alignée en haut et à gauche de ma page, de mon bloc. Par contre, je vais imposer une marge de 5 pixels sur la droite de l'image, ce qui aura pour effet de pousser de 5 pixels le texte vers la droite. Si évidemment je place une image à droite, à ce moment-là, ma marge, je vais la fixer à gauche de mon image, de manière à rendre l'ensemble beaucoup plus harmonieux. Donc là, je reviens positionner mon image sur la gauche et ma marge sur la droite. Une fois que j'ai fait ce travail, je peux, si besoin, ajouter une bordure à mon image. Ça, à vous de voir. En règle générale, les bordures sont traitées par la feuille de style générale de la ligne graphique de votre site, mais dans certains cas, il peut être utile d'ajouter une bordure. Et dans ce cas, vous pouvez, en cochant la case, définir l'épaisseur de votre bordure, le type de bordure si c'est un trait solide, des tirés, des pointillés, etc. et la couleur de votre bordure. Et là, vous pouvez choisir, grâce à une roue chromatique, la couleur qui sera appliquée à votre bordure. Par exemple, si je veux traiter du bleu, donc je me mets au niveau de la roue chromatique dans la zone bleue et ensuite je vais déplacer dans le carré mon pointeur pour obtenir ici le code précis de la couleur employée. Je peux aussi, grâce aux onglets supérieurs ici, sélectionner une palette différente et donc me faciliter la sélection, voyez, ou alors utiliser des palettes. Ici j'ai des palettes avec des codes, ce qu'on appelle hexadécimaux. Ici j'ai une palette avec des noms d'images qui reprend de toute façon les codes hexadécimaux. Et là je peux utiliser uniquement les codes couleurs utilisés dans le template de mon site. Donc en fait ceux inscrits dans la ligne graphique de mon site. Voilà, moi pour le cas présent je ne vais pas utiliser de bordure, donc je vais décocher la case. Voilà. Ici, je me retrouve donc avec une image sélectionnée, les champs de la partie supérieure sont remplis, mon image est alignée, ma marge est appliquée, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Insérer. Et là, tout simplement, je vois apparaître mon image, comme prévu, sur la gauche de mon texte. Si je me rends compte que mon image n'a pas la bonne dimension, ou que j'ai oublié de redimensionner mon image dans la fenêtre d'édition, je peux sélectionner mon image et recliquer sur le bouton pour repasser en mode d'édition. Le fait d'avoir sélectionné préalablement l'image me permet de retrouver toutes ses caractéristiques et de venir appliquer des modifications. Par exemple, ici je modifie le texte de la description. Puis je clique sur le bouton Mettre à jour. Et je continue à travailler sur mon article en rajoutant, par exemple ici, une autre image qui, elle, sera par contre positionnée sur la droite. Donc nous avons mis par exemple des pommes. Ici nous allons mettre des bananes sur la droite. Oui, on va peut-être éviter de faire des fautes grossières. Voilà. Et je vais aligner cette image donc sur la droite et donc forcément avec une marge sur sa gauche. J'ai ma description, j'ai l'URL de mon image. Alors l'URL, il ne faut jamais la modifier, sinon votre site ne retrouvera plus l'emplacement de l'image. Et en lieu et place de l'image, vous verrez une image brisée, ce qu'on appelle un pictogramme d'une image brisée, qui vous indiquera que le lien est cassé. Donc voilà, une fois que j'ai tous mes éléments sélectionnés, je clique sur le bouton Insérer et je vois à nouveau apparaître l'image
à droite de mon contenu. À partir de là, je peux valider mon article s'il se résume à ça. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est décider d'intégrer des liens. Alors les liens, c'est quoi? Les liens, c'est simplement la possibilité pour un lecteur d'identifier des zones actives qui vont lui permettre d'afficher soit une nouvelle page de votre site, donc c'est ce qu'on appellera un lien interne, soit de basculer vers un autre site, et là il s'agira d'un lien externe. Alors placer un lien est extrêmement simple, puisqu'il faut d'abord sélectionner un mot ou un groupe de mots, puis de cliquer sur le pictogramme symbolisé par un chaînon et qui permet d'insérer ou modifier un lien. Là je me retrouve cette fois-ci avec le gestionnaire de liens. On va retrouver un champ qu'on commence maintenant à connaître, qui s'appelle URL, qui contiendra l'emplacement du lien, et je vais voir apparaître ensuite ici une zone qui va me permettre de me déplacer au sein du contenu de mon site. Alors quand je dis contenu du site, c'est un certain type de contenu. Par défaut, JCE ouvre la porte, on va dire, à 3 types de contenus, à savoir les contacts. Il faut savoir que Joomla permet de gérer un carnet d'adresses, un carnet de contacts, et on pourrait faire des liens vers les fiches signalétiques de ces personnes. Il propose également de naviguer au sein des articles du site, et dans ce cas, je peux cliquer sur l'article et voir l'arborescence apparaître en dessous, et donc à chaque fois que je clique sur le texte ou sur la croix située à gauche, je vais déployer l'arborescence de la zone au sein de laquelle je me promène. Ici, par exemple, j'ai des catégories, ce sont les catégories de mes articles. J'ai une catégorie article, une catégorie composant, une catégorie média, module, etc. Évidemment, en fonction de votre site, les intitulés de ces catégories seront totalement différents. Et vous pouvez aussi vous retrouver avec des catégories, soit vides, soit qui contiennent des sous-catégories. Donc vous verriez apparaître de nouveaux dossiers et vous cliquez à l'infini jusqu'à ce que vous arriviez au niveau où se trouve l'article vers lequel vous voulez mettre le lien. Donc là, moi, je vais faire un lien dans ma rubrique, dans ma catégorie article, vers l'article ici, qui s'appellera article exemple 1. Une fois que j'ai sélectionné mon article, je vois l'URL se remplir automatiquement. Et l'URL en fait reprend l'emplacement exact de votre article au sein de la structure de votre site. D'accord? Donc là encore, on ne touche pas à l'URL qui a été automatiquement actualisée. J'ai en dessous un texte qui est le texte que j'ai sélectionné avant de placer mon lien, que je peux, comme pour la description d'une image, venir modifier ou compléter. Attention, ce texte-là, c'est ce qui apparaît à l'écran. C'est ce que la personne voit pour cliquer sur le lien. D'accord? C'est ce texte-là qui sera réactif au niveau du lien. J'ai ensuite une partie inférieure qui me permet de choisir une encre. Alors les encres, je ne vais pas aborder cette question-là tout de suite, mais globalement, une encre est un lien interne, mais dans l'article lui-même. En fait, si vous avez des articles très longs, on peut imaginer venir positionner ce qu'on appelle une encre à des endroits particuliers de votre page, et le fait de faire un lien vers une encre permet au lecteur, en cliquant dessus, de descendre jusqu'à cette encre, ou de remonter s'il est en bas en train de lire et qu'il est en bas de la page. Donc voilà, c'est une encre interne à la page. On reverra ça un peu plus tard, mais voilà, sachez que c'est quand même un besoin assez peu répandu sur la plupart des sites. Il faut vraiment avoir des contenus très longs pour avoir la nécessité d'employer des encres. Nous avons également la cible. Alors la cible, c'est quoi? La cible, c'est l'emplacement vers lequel va s'ouvrir votre lien. L'emplacement, c'est-à-dire, c'est au niveau du navigateur. Vous avez des cibles qui sont affichées dans la même fenêtre. Ça veut dire que votre lien s'ouvrira en lieu et place de l'article en cours, donc dans la même fenêtre. Vous avez également affiché dans une nouvelle fenêtre, ça veut dire qu'en cliquant sur le lien, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre navigateur, ce qui permet d'afficher autre chose et de ne pas perdre la page courante. On s'en sert principalement pour des nouveaux sites, d'accord, pour des liens externes. Lorsqu'on fait des liens externes, généralement, on fait afficher dans une nouvelle fenêtre. Ce n'est pas une obligation, vous faites comme il vous semble bon, mais en règle générale, on choisit afficher dans la même fenêtre pour un lien interne et afficher dans une nouvelle fenêtre pour des liens externes.
On a ensuite ici affiché dans le cadre parent et affiché dans le cadre racine. Alors là, on rentre sur des notions un peu plus complexes, notamment l'usage de frame qui est, et c'est préférable, aujourd'hui abandonné, parce que ça pose de réels soucis en termes de référencement, mais également en termes de sécurité. Et puis dans le cadre racine, en fait, c'est si votre page était imbriquée dans un frame, à ce moment-là, en cliquant dans le cadre racine, vous remontiez à la racine du frame, le frame étant une structuration de votre page à partir de plusieurs autres pages. Bon, là, c'est si vous n'avez pas de notion en développement web, c'est même pas la peine d'approfondir. Donc sachez que dans la majorité des cas, vous allez devoir choisir entre afficher dans la même fenêtre ou afficher dans une nouvelle fenêtre selon que votre lien est un lien interne ou un lien externe. Ici j'ai fait un lien interne, donc puisque je pointe vers un article, et je vais sélectionner afficher dans la même fenêtre. Alors je pourrais rester sur non défini, parce que par défaut le non défini c'est afficher dans la même fenêtre. C'est comme ça que l'éditeur est configuré. Mais si j'ai un doute, je peux choisir afficher dans la même fenêtre. Titre, c'est un champ qui va me permettre, vous voyez quand je survole d'ailleurs j'ai une bulle d'aide. Titre, c'est un texte qui sera affiché en infobulle au moment du survol de l'élément. C'est-à-dire que quand la personne va, avec sa souris, aborder le lien, se déplacer au niveau du lien et se préparer à cliquer dessus, elle verra, au bout de quelques petites secondes, normalement c'est assez rapide, elle verra apparaître un texte si vous avez renseigné ce texte titre. Donc ici, ce sera le texte de l'infobulle. Je vous le remplis avec un texte totalement bidon pour que vous vous rendiez compte du rendu final. Donc je vais ensuite cliquer sur insérer et là mon lien vient automatiquement se placer. Alors on distingue en général un lien du contenu normal par son traitement visuel. Un lien généralement est coloré, voire souligné. Donc là je viens de placer un lien interne. Je peux placer des liens pratiquement partout dans mon contenu. Encore faut-il que cela se justifie. Là, j'ai placé un lien interne, mais je pourrais aussi décider de placer un lien externe. Par exemple, je pourrais très bien avoir un texte qui dirait pour en savoir plus, visitez le site de Google. Voilà, pour ne citer que. Et du coup, je vais faire un lien vers le site de Google. Et là, du coup, je vais donc prendre mon texte, celui que je juge être le plus pertinent pour supporter mon lien. Je vais venir cliquer sur mon chaînon. Et là, je vais venir placer dans l'URL l'adresse du site de Google. Alors, normalement, les URL démarrent par un HTTP, : et là, vous rentrez ensuite l'adresse de votre site. Il faut savoir que si vous ne rentrez pas le HTTP, le système va considérer qu'il s'agit d'un lien interne. Voici l'URL de mon lien externe, puis le texte qui apparaît à l'écran et qui va supporter mon lien. Je ne vais pas ici sélectionner un contenu interne puisqu'il s'agit d'un lien externe. Je vais directement ici aller dans la cible pour indiquer que ce lien-là va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et accessoirement, je peux mettre ici mettre un texte. Voilà, ici ça sera Let's go to Google. Et je clique sur insérer. Et là, je vois donc mon lien se placer sur mon texte. Voilà, j'ai pratiquement terminé la rédaction de mon article. Il me reste une petite chose à faire, c'est valider sa publication. Alors, de deux manières. La toute première, c'est indiquer la catégorie dans laquelle je vais placer mon article. C'est presque aussi important que le titre. La seule différence, c'est qu'on peut valider en oubliant d'indiquer la catégorie. Alors, par défaut, elle se placera dans la première catégorie présente dans la liste. Ici, c'est sans catégorie. Donc en fait, si vous n'indiquez pas une catégorie, votre système va placer automatiquement votre article dans une catégorie non précisée, non catégorisée. Donc il est quand même préférable de venir ici et d'indiquer la catégorie où ira se classer votre article. Et ensuite, de fixer son statut sur publier ou dépublier. Alors attention car il faut savoir que selon votre statut, vous pourrez ou non
décider de la publication de l'article ou pas. Les personnes qui ont un statut d'auteur ou de rédacteur ont cette capacité à pouvoir produire des contenus, faire des propositions d'articles, mais ne peuvent pas valider la publication ou la dépublication de leur article. Cette autorité-là, ce droit-là, revient aux administrateurs et à ce qu'on appelle les gestionnaires, des publicateurs qui ont ce pouvoir de pouvoir passer en revue les articles proposés et décider de leur publication ou de leur dépublication. Donc voilà, si vous n'avez pas le statut, le droit suffisant, vous n'aurez pas la possibilité d'influer sur ce champ-là, vous ne le verrez même pas de toute façon. D'accord ? De la même manière, vous ne pourrez pas décider de la date de début ou de la date de fin de publication, puisque le statut et les dates de publication sont intimement liés, il s'agit donc des paramètres de publication. Par contre, si vous avez ce pouvoir-là, que ce soit en partie frontale du site comme en partie administrative, vous pourrez fixer une date de début ou une date de fin, ce qui est très utile parce que vous pouvez produire des contenus en anticipant leur parution et rédiger aujourd'hui un article qui arrivera dans 2 ou 3 jours, voire dans un mois. De la même manière, vous pouvez rédiger des contenus qui sont censés apparaître ou disparaître. Là, vous pourriez fixer une date de fin et décider que l'article que vous venez de rédiger disparaîtra à une date donnée. Là encore, seuls les administrateurs ont ce pouvoir-là. Donc, ah oui, il reste une dernière chose, c'est l'accès. Quel type de public est autorisé à consulter votre article? Alors par défaut, c'est monsieur et madame tout le monde, hein, c'est-à-dire que quand vous rédigez un article, il est ouvert à tout le monde. Mais vous pouvez limiter l'accès à des groupes qui ont été préalablement définis par vos administrateurs. Alors, on a les groupes les plus connus sont les enregistrés, les spéciaux qui sont en fait les rédacteurs, les auteurs, les rédacteurs, les administrateurs, ce sont ceux qui ont un pouvoir d'édition. Et les super administrateurs, ce sont les grands Manitou, ceux qui ont un contrôle total et absolu sur la gestion technique de votre site. Donc vous déciderez si ça s'adresse au public ou à un public restreint. Et une fois que vous avez validé tous ces éléments, vous pouvez sauvegarder votre article. Alors, vous avez sûrement aperçu les 2 autres onglets, à savoir l'onglet langue. Ça ne s'adresse qu'à ceux qui ont un site multilingue où ils pourront choisir si votre langue, si l'article concerne telle ou telle langue. Alors quand vous n'avez qu'une seule langue, vous restez sur toutes et la question ne se pose même pas puisqu'il n'y a qu'une langue. Si vous avez plusieurs langues, à ce moment-là, les différentes langues apparaîtront et vous pourrez rédiger votre article pour la langue française et le pendant de votre article dans la langue anglaise si vous savez le rédiger dans cette langue. Il faut savoir que certains sites collaborent avec des personnes, les uns écrivant pour le français, les autres écrivant pour l'anglais ou pour l'espagnol, l'italien. Voilà, chacun s'organise comme il l'entend. Nous avons ensuite l'onglet métadonnées. Alors les métadonnées permettent d'écrire des informations qui n'apparaissent pas à l'écran, mais qui sont plutôt utilisées pour le référencement. Alors je vous le dis tout de suite, hein, les mots-clés, laissez tomber l'idée. On utilisait ça il y a très longtemps pour référencer les articles en fonction de mots-clés. Malheureusement, cet usage a été vraiment détourné abusivement et la plupart des moteurs de recherche aujourd'hui les ignorent complètement. On n'est même pas sûr que Google y ait un jour prêté un quelconque intérêt. La métadescription, elle, par contre, permet de rédiger une sorte de résumé de votre article. C'est le même résumé que vous voyez apparaître dans les résultats de recherche de Google. Quand vous faites une recherche sur Google, vous voyez apparaître une sélection qui correspond à votre requête, avec en tout premier lieu une ligne, suivie ensuite d'un contenu. Par exemple, si je viens ici, que je tape tuto Joomla, alors bon, on va avoir des résultats ici, et nous avons des titres, et ensuite des résumés. La métadescription, c'est ce qui va venir ici pour occuper cet espace. Alors si vous ne créez pas, si vous ne rédigez pas de métadescription, le robot d'indexation de Google se chargera, lui, de faire du remplissage par l'analyse naturelle, on va dire, de votre contenu. Malheureusement, parfois, cette analyse-là ne reflète pas exactement le contenu intégral de votre article ou ne va pas dans le sens de ce que vous aimeriez
expliquer aux gens. Donc du coup, vous pourriez personnaliser cette rédaction en saisissant votre propre description. Sachez néanmoins que la longueur de cette description est limitée. En règle générale, on n'utilise pas plus de 160 caractères, de manière à ce que ce soit compatible avec la plupart des moteurs de recherche et autres annuaires. Donc là, vous pouvez préciser éventuellement une métadescription. Souvent, ce que l'on fait, donc soit on rédige un texte explicite, soit on reprend une partie du contenu. Voilà, c'est un petit résumé de texte en fait en 160 caractères. Ce qui veut dire quand même il faut faire preuve d'un sacré sens de réduction, de synthèse. Donc voilà, une fois que vous avez produit votre contenu, donc placez votre texte, vos images, vos liens internes et ou externes, associez votre article à une catégorie. Vous pouvez vous arrêter là, cibler par contre votre public. Vous pouvez terminer ici votre production en cliquant sur le bouton sauvegarder. Une fois que je sauvegarde, si j'ai le droit suffisant pour publier, mon article sera automatiquement mis en ligne. Par contre, si je n'ai pas cette autorité-là, l'administrateur aura le devoir de venir valider votre article pour le publier. Ici, vous voyez, l'article a été automatiquement publié puisque je me suis connecté en tant qu'administrateur, donc mon article est automatiquement mis en ligne et on le retrouve conformément à ce que je voulais, à savoir un texte et une image. Voilà, globalement, comment se passe la procédure de rédaction d'un article avec JCE, d'un article simple, évidemment. Je peux également, si, là encore, j'ai l'autorité suffisante, modifier mon article. Alors, il faut savoir que les administrateurs peuvent, par défaut, tout modifier. Les auteurs, par contre, ne pourront modifier leur article qu'une fois qu'il aura été publié par un administrateur. Les rédacteurs, eux, pourront modifier les articles qu'ils ont rédigés, mais également les articles des autres auteurs. Et on aura enfin un statut supérieur, juste au-dessus, qui est le publicateur, enfin le publieur, qui lui a la possibilité donc de reprendre les articles des auteurs et des rédacteurs, mais qui en plus a cette faculté de pouvoir décider de la publication ou de la dépublication d'un article. Alors, cette capacité à pouvoir modifier un article s'obtient par l'utilisation d'un bouton qui apparaîtra lorsque vous êtes connecté, qui apparaîtra à côté de votre article. Ce bouton n'apparaîtra pas forcément, ça dépend, c'est selon les bons vouloirs de votre webmaster qu'il le fera apparaître ou pas, s'il décide de vous permettre de travailler directement sur vos contenus. Dans la majorité des cas, le bouton est quand même là. Alors bon, il n'aura pas forcément toujours cette forme ou cette couleur, mais sachez que dans la majorité des cas, vous aurez, une fois que vous êtes connecté, parce qu'il faut que vous soyez connecté pour que le système vous reconnaisse et reconnaisse les droits qui vous sont alloués, vous aurez donc la possibilité de pouvoir interagir avec votre article et selon les cas pouvoir effectuer une modification de votre article. Vous voyez, là je viens de basculer en mode modification et je me retrouve à nouveau avec mon outil d'édition qui me permet de retravailler mon contenu. Alors je terminerai par un petit complément d'information, notamment sur le traitement des images. Vous savez que quand vous êtes dans l'éditeur et que vous cliquez sur une image, vous voyez apparaître des poignées tout autour. Sachez que ces poignées vous permettent de modifier la dimension d'une image de manière proportionnelle. D'accord ? Si je prends un coin en haut à droite ou en bas à gauche, ou voilà, un des coins, et que je me déplace, le système va automatiquement recalibrer mon image par rapport à mon texte. Donc c'est quand même assez pratique si je veux faire des modifications rapides. Alors, ce que nous n'avons pas vu, bien sûr, c'est la possibilité d'aller chercher une image sur votre disque dur. Alors, c'est très simple. On va le faire en remplacement de cette image. Donc, je vais, par exemple, cliquer sur cette image et cliquer ensuite sur le bouton d'insertion d'image pour la modifier. Je pourrais aussi très bien simplement supprimer cette image et venir ici, par exemple, cliquer par exemple sur le paragraphe où je veux placer mon image. Ici, ce serait ce paragraphe-là. Et donc, je peux cliquer sur le bouton d'insertion d'image.
et aller chercher une image sur mon ordinateur. Alors, pour placer une image qui n'est pas encore sur mon site, puisque là on a vu que ces dossiers-là me permettent de déambuler, de naviguer au sein de la structure de mon dossier image, mais je peux décider aussi de créer un nouveau dossier. Alors avant de placer l'image, c'est d'ailleurs ce qu'il convient de faire ou de vérifier. Est-ce que le dossier dans lequel votre nouvelle image doit arriver existe? S'il n'existe pas, vous devez le créer. S'il existe, vous vous placez directement au sein de ce dossier, mais s'il n'existe pas, vous allez devoir le créer. Donc du coup, là par exemple, je vais créer un nouveau dossier dans le dossier Simple Data. Je vais cliquer pour ça, donc je me positionne sur le dossier Simple Data, je vois son contenu, puis je clique sur le bouton Nouveau dossier, et là je vais donner un nom à mon nouveau dossier. Alors je vais l'appeler Dossier Test, et je vais valider. Alors vous voyez que j'ai fait exprès de laisser un espace entre les deux mots. JCE, en tout cas dans ces nouvelles versions, et c'est tant mieux, il a bien progressé de cette manière-là. Avant il fallait le faire à la main, mais là le système est devenu très intelligent puisqu'il va remplacer automatiquement les espaces. Sur Internet, l'Internet n'aime pas trop le vide. Donc les espaces entre les mots, à la fois pour les noms de dossiers mais également pour les noms d'images, sont supprimés et substitués par ici des underscores, donc des traits de soulignement. Donc mon nouveau dossier est créé, je vais cliquer dessus pour rentrer à l'intérieur, et là je peux cliquer sur le bouton Envoyer pour aller ensuite parcourir le contenu de mon ordinateur. Donc si ma fenêtre est ouverte à proximité, je peux faire un cliquer-glisser pour faire apparaître mes images dans cette zone-là. Sinon, je peux cliquer sur le bouton Explorer, et là je peux me déplacer au sein de mon contenu, de mon site, de mon disque dur, pour aller chercher là où les images que je veux importer. Alors en cliquant sur le bouton Explorer, je peux sélectionner une ou plusieurs images. Par exemple, si j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je peux effectuer ce qu'on appelle une sélection continue, et en appuyant sur la touche CTRL pour les PC et commande pour les Mac, faire ce que l'on appelle une sélection discontinue. Donc si par exemple j'en ai 10, je peux choisir le premier, le quatrième, le huitième, etc. Alors qu'avec la touche Shift, si je sélectionne le premier et que je clique sur le sixième, l'intégralité des 6 articles sera sélectionnée. Donc une fois que j'ai fait mon choix, je sélectionne mon image, donc je clique sur le bouton Ouvrir, et là où les images sélectionnées apparaissent dans cette liste. J'ai des informations quant à leur nom et leur extension, ici c'est une image JPEG, mais également sur leur poids. Si je ne suis pas satisfait, si je me suis trompé, je peux cliquer sur la corbeille ici pour la supprimer de la liste. Et je peux aller à ce moment-là chercher la bonne image. À ce moment-là, je l'ajoute à ma liste et la voilà qui apparaît. Donc là je vois que l'image n'est pas la même, c'est pas le même nom, c'est pas la même extension, et c'est surtout pas le même poids. Je peux à ce moment-là cliquer sur le bouton Envoyer. Et en cliquant sur ce bouton Envoyer, mon image apparaît à ce moment-là dans le nouveau dossier que j'ai créé. Je suis bien, on le voit ici, dans le dossier Simple Data, puis le dossier test que j'ai créé. Et ce dossier ne contient pas de dossier, 0 dossier. Par contre, il y a un fichier, celui que je viens d'ajouter. À ce moment-là, je sélectionne mon image. J'indique son placement, par exemple, à droite, avec bien sûr ma marge à gauche. Et je clique sur Insérer. Et là, je vois mon image apparaître dans mon contenu. Voilà comment on va chercher un contenu sur son disque dur. Alors cette image est un peu grande. J'ai utilisé le bouton par défaut de l'éditeur, mais si je dispose d'une version avancée, d'une version pro, je peux redimensionner l'image au moment même de l'importation. C'est-à-dire que si, là je recommence, je clique au niveau de mon paragraphe, je ne clique pas sur le bouton image, mais sur le bouton image avec la petite étoile. Et là, lorsque je vais venir importer mon image, donc je procède de la même manière, je vais dans le dossier où je veux placer ma nouvelle image, je vais supprimer celle-ci pour reproduire l'opération. Vous voyez, je ne voulais pas préciser, mais quand vous êtes dans un dossier et que vous sélectionnez une image, vous voyez à droite apparaître des informations, mais vous avez également un certain nombre de boutons qui vous permettent d'interagir, soit en supprimant l'image, soit en renommant votre image. Attention, ne renommez jamais une image qui a déjà servi, sinon vous briseriez les liens qui pointent vers cette image, mais qui me permet également de copier, copier, coller l'image au sein de dossiers différents. Et quand on a un éditeur avancé, une version professionnelle donc de JCE, on a d'autres fonctions qui vont nous permettre de créer par exemple des miniatures, ce qu'on appelle des vignettes,
ou d'éditer directement l'image pour soit la redimensionner, soit lui appliquer des filtres, des effets, comme la mettre en sépia, changer sa couleur, enfin voilà, tout un tas d'effets propres à l'image. Mais je peux aussi, lors de l'importation, venir appliquer des effets à cette image. Ici, j'ai des fonctions supplémentaires. Vous voyez, j'ai pas encore importé mon image, elle est bien dans ma liste, mais je vois apparaître des fonctions nouvelles qui vont me permettre, par exemple, de redimensionner mon image. Alors ici, si je coche la case Resize, donc redimensionnement, je vais pouvoir indiquer la taille de mon image, et là encore le système va être intelligent puisqu'il va le faire de manière proportionnelle. Par exemple, si je veux que mon image ne fasse que 300 pixels de large, alors quand je sélectionne mon image, il va automatiquement me recalculer la largeur de mon image. Alors je vais indiquer par exemple, en fait là j'ai fait en fait une petite erreur dans la description du système. En fait le système par défaut, on va recommencer, lorsque je vais choisir une image à importer, excusez-moi pour cet amalgame, je vais donc aller chercher une image sur mon système, sur mon ordinateur, pardon, elle va apparaître dans la liste, et là, les options de retaille d'image, de redimensionnement de l'image, sont préconfigurées par le webmaster. Donc il a éventuellement défini un certain nombre de préconfigurations, de dimensions, parmi celles les plus convenues, les plus utilisées. Et ici, j'ai par exemple la possibilité de réduire automatiquement une image à la dimension 640 par 480. Ça ne veut pas dire que mon image fera 640 ou 480. Ça veut dire que la largeur maximale de mon image fera 640 et ou que la hauteur fera 480. Le système va choisir intelligemment quelle règle appliquer, soit une largeur maximale, soit une hauteur, voire les deux si l'image source respecte cette même proportionnalité. Donc là par exemple je veux que cette image ne fasse pas plus de 300 pixels de large ou 225 pixels de haut. Ou alors lui demander, je coche par contre la case proportion pour qu'il me réduise mon image de manière proportionnelle. Une fois que j'ai fait cela, je clique sur envoyer, le système m'importe mon image et à ce moment-là je vois que mon image a été redimensionnée de manière à ne pas dépasser les 300 pixels de large que je lui avais indiqué. Du coup je sélectionne mon image dans mon dossier, mon champ de description ici, je vais le modifier, je vais préciser mon alignement avec ma marge, et je vais cliquer sur insérer. Et là je vois que mon image a été importée, mais non plus dans sa taille d'origine, mais bien à 300 pixels comme je l'avais spécifié. Ce qui me permet d'alléger considérablement le poids de ma page, puisque mon image n'occupe plus le même poids, physiquement parlant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales informations nécessaires à connaître pour pouvoir rédiger un article simple avec JCE, à savoir l'insertion de texte, d'images et de liens, internes ou externes, la mise en place d'images directement depuis le site ou en provenance de votre ordinateur, la création donc évidemment d'un titre sans quoi vous ne pourriez pas enregistrer votre article, la publication, enfin l'association de votre article à une catégorie, et éventuellement, selon vos droits attribués, le statut de publication de votre article. Une fois que tout ça est en place, à nouveau, on clique sur sauvegarder. L'article est opérationnel ou en attente de l'être, selon le bon vouloir de vos administrateurs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, utilisez la chaîne YouTube et les commentaires de la vidéo pour poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'intervenir et d'y répondre. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos, notamment des vidéos qui vous expliqueront comment rédiger des articles un peu plus complexes en intégrant de nouveaux éléments qui peuvent constituer un article avec JCE Editor ou, dans le cadre d'autres vidéos, avec d'autres éditeurs. Je vous remercie à nouveau pour votre attention et vous dis à bientôt sur Tuto Joomla.